Salut Francis, bon va falloir t'accrocher parce que je parle vite, et je vais essayer comme de parler vite pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Donc voilà, là tu as le système de courroie, donc avec l'entraînement moteur qui est là, et donc ça c'est une poulie intermédiaire, et donc la poulie d'entraînement du mandrin, celle-là. Là. Donc tu regardes ici, tu as les vitesses, et ça correspond, tu vois, les poulies on les voit ici, elles correspondent à la vue des poulies que tu as ici. Donc tu règles ta vitesse. Là les courroies je vais les laisser sur la vitesse que j'utilise le plus. Donc à dire BC2. Donc en première vitesse 350 tours minute et en deuxième vitesse 560. Je trouve que c'est un bon compromis, j'utilise quasiment tout le temps celui-là. Bon, tu remarqueras, j'ai nettoyé le tour. Il est propre. J'ai enlevé le porte-outil normal pour te montrer avec l'outil spécifique pour les fabrications des pièces coniques. Excuse-moi, je bafouille, c'est pas facile de filmer et d'expliquer ça en même temps. Donc ici, tu as pour mettre la contrepointe mobile. Excuse-moi. Hein. Donc là, tu as le mandrin. Là, la contrepointe mobile que tu rentres dedans. Et comme son nom l'indique, elle est mobile. Donc j'utilise quasiment celle-là. La sèche, je l'utilise jamais. Là, ici, donc tu as la manivelle. Ici, la petite manivelle. Pour justement faire sortir ou rentrer cette fameuse contrepointe mobile. Ou le mandrin d'ailleurs, si tu perces. Voilà. Ici, tu as la vis en fait pour bloquer ce porte-outil qui coulisse, tu vois, sur les rails. Donc ça, c'est ce que je te disais, les coulisses, c'est celle-là qu'il faut lubrifier au silicone. Pareil pour ces coulisses-là, hein, tout ce qui coulisse en fait. Voilà, pour cette coulisse, donc tu as forcément la clé Allen qui va dessus, qui vient bloquer ce fameux petit chariot. Donc tu vois, là il est bloqué, il bouge plus. Voilà. Donc ça sert à rien de se serrer comme un calu. De toute façon, tu vois si la pièce bouge ou pas. Donc là, j'ai tout débranché, donc je rebrancherai tout à l'heure. Celui-là, c'est en manivelle pour faire bouger le chariot porte-outil. Tu vois, il bouge tout seul. C'est en fait quand tu veux ne pas utiliser l'avance automatique. Donc moi, je l'utilise assez souvent, surtout pour les premières passes, parce que tu peux te permettre d'aller un peu plus vite que l'avance automatique, qui elle, en fait, est déterminée par la vitesse que tu auras affichée ici. Voilà, sur les courroies. Ici, tu as la lampe. Donc la fameuse lampe. Par contre celle-là elle est hyper utile. Et j'ai remarqué tout à l'heure en nettoyant, tu vois que le carreau il est fêlé de la lampe. Ça par contre je peux pas faire grand chose. Mais elle marche très bien. Ça éclaire super bien. Tu peux bien la rapprocher de ce que tu fais. Voilà, tac 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 tac. Ici le mandrin. Tu vois, il y a une petite partie expliquée quand même. Ici donc tu as les 3 morts. Et sur chaque mort, tu remarqueras qu'il y a un numéro. Je sais pas si on le voit. Là c'est le numéro 1. Ici il y a le numéro 2, tu vois, on le voit marqué ici, là. Et ici, il y a le numéro 3, ici, là. Voilà. Donc ça, les morts, dans ce sens-là, en fait, c'est pour serrer les plus petites pièces. Donc tu vois, à donf, tu peux serrer comme des sacrés petits trucs. Voilà. Et au maximum, toujours le régler par rapport au moteur. Parce que de toute façon, ça correspond à peu près au chariot ici. Donc il ne faut surtout pas que ça s'approche trop du moteur. Donc tu vois, tu laisses quand même de la marge. Et faut pas que ça vienne toucher non plus la coulisse. Donc là, tu as encore de la marge. Donc tu te réfères au moteur. Donc tu peux sortir jusqu'à ce que ce soit comme ça. Par contre, faire attention, parce que plus tu sors, plus les morts risquent de sortir de... je vais le sortir d'ailleurs, pour te montrer. Hop, les morts sortent. Voilà, ils sont sortis. Dedans, il y a une grande spirale. Je sais pas si on peut la voir là. Une grande spirale en fait. Et cette spirale, quand on regarde de côté ici, voilà, on voit bien. Voilà. Je ne sais pas si on verra bien. Enfin bon. Donc là, cette spirale-là, en fait, ça détermine. Donc chaque mort, par exemple celui-là, c'est marqué dessus aussi, c'est le 3. Voilà, c'est le 3. Ils ont chacun leur profil. Donc si tu regardes bien, si tu mets le 1 et le 3, si tu les mets côte à côte, ils ne sont pas du tout pareils. Alors là on le voit bien, forcément ils sont décalés pour qu'ils puissent se mettre dans la spirale. Alors quand tu es dans la position que tout à l'heure je viens de te montrer, en fait les morts donc pour serrer les plus petites pièces. Par contre si tu veux serrer plus grand, donc forcément les morts il faut les inverser, tu vois, les mettre comme ça pour que tu puisses prendre des plus grandes pièces. Mais le truc c'est qu'à la place du mort 1, donc sur le mandrin, il faut mettre le mort 3. Donc le mort 2 lui reste toujours à sa même place. Et à la place du mort 3, tu mets le mort 1. Voilà, on inverse en fait.
Sinon ça marche pas, hein. J'ai mis du temps à comprendre ça puisque personne ne me l'avait dit. Donc là je mets dans l'autre sens. Je mets dans l'autre sens. Donc là on voit la vis sans fin, enfin la spirale. J'amène le bord du haut de la spirale. Je mets le mort 1 dans l'emplacement 1 puisqu'on va le remettre. Ouais, je vais le remettre à la position tout à l'heure. Donc là on tourne, le mort 1 commence à s'engager. Là on vient sur le mort 2, on attend que la spirale arrive juste là, on la recule un peu. On met le mort 2, hop, on tourne toujours, on arrive au mort 3. Donc là il faut tourner sinon on est bloqué sur le chariot. On met le mort 3. Hop, et là on continue à serrer et c'est parti. Voilà. Et normalement, quand tu respectes bien cet enchaînement-là, forcément, tes morts sont engagés exactement de la même manière et viennent se rencontrer pile poil au milieu. Voilà. De toute façon, si tu as un décalage, tu vas le voir de suite. Hein. Donc, pour l'autre principe de serrer des grosses pièces, parce que j'ai pas fait la manip là, c'est l'emplacement 1, on met le mort 3, et à l'emplacement 3, on met le mort 1, et le mort 2 reste à sa place. Voilà. Donc c'est le principe pour pouvoir mettre des plus grosses pièces. On peut mettre l'équivalent en diamètre d'une jante de nos modèles, donc de 2 quoi. Voilà. Le moteur, l'endroit où il faut lubrifier, c'est là, ce petit arbre là. Dès qu'on lubrifie, de toute façon, on sent tout de suite la différence de rotation, le moteur force beaucoup moins. Voilà. Ici, toujours veiller à ce que ce soit propre, là-dedans, là, entre les vis sans fin, ça me paraît logique. Hein. Pareil pour celle-là, puisque c'est celle-là qui détermine comme l'avance automatique. L'avance automatique qui est ici, quand lui, il est tout sorti, donc tout tiré vers l'extérieur, là, elle est désengagée, l'avance automatique. Si tu appuies, hop, là, elle est engagée. Donc là, le chariot avance. Donc, par contre, ne jamais quitter, puisqu'il ne s'arrête pas tout seul. Hein. Donc, dès que tu arrives à 1 cm que je te conseille au début pour t'habituer, hop, tu retires dessus et l'avance se désengage. Voilà. Avant de démarrer le tour, à chaque fois, vérifier que tu n'as pas laissé les outils. Donc, les outils... Excuse-moi, ça bouge, mais il faut que ça se tourne en même temps. Pas simple. Ces outils-là que tu utilises pour serrer le mandrin. Voilà. Surtout jamais les laisser comme ça quand tu as enlevé la pièce et que tu fasses autre chose quand tu as éteint le tour, puisque si jamais tu fais pas attention, et ça peut arriver, crois-moi, que tu redémarres, bah alors là, bonjour les dégâts. Où j'en étais maintenant avec cette histoire Voilà, l'avance automatique aussi, avant de démarrer le tour, donc tu as vérifié que les outils ne sont pas restés engagés dedans et que l'avance automatique n'est pas engagée. Puisque si jamais tu as laissé l'outil très près du mandrin, dès que tu redémarres, il part direct dedans. Voilà. De toute façon, si tu as d'autres questions, après que tu aies reçu le tour, tu n'hésiteras pas. Comme je t'ai dit, je t'expliquerai. Donc maintenant, je vais couper et je vais... Bon, je reviens, tu entends bien là, le ventilo qui tourne. Donc celui-là, je l'ai branché directement en circuit chaud. Donc c'est-à-dire que dès que... Il faut le brancher, donc forcément sur le bloc multiprise. Donc dès que tu démarres donc, le bloc multiprise, il s'allume. Le ventilo est directement. Comme ça évite de l'oublier et d'oublier de refroidir le moteur. Dessus, il y a deux autres prises. Il y en a une pour la lumière et une pour le tour. La prise blanche étant pour le tour. Donc la lumière, la fameuse lumière, on l'allume ici. Hop. Et voilà, hyper pratique. Ça permet vraiment de voir tout ce qu'on fait. Et je dirais même indispensable. Même. Donc là, tu as le porte-outil standard. Donc qui est tenu par un écrou carré en dessous là. Qui passe lui dans les coulisses qui est là. Tu regardes la coulisse sur le côté, on voit là le profil de l'écrou. Donc ça c'est un truc que je devais commander, des petits trucs comme ça sur eBay. Parce que je m'étais dit au cas où il casse, parce qu'il n'y en a qu'un, et ben ça ferait chier d'être bloqué à cause d'un petit truc carré comme ça. Donc je te conseille d'en commander, ça doit coûter 3 ou 4 euros. Et à chaque fois j'ai remis ça à demain et j'ai jamais fait en fait. Donc j'ai eu du cul de ne pas casser l'écrou qui est là. Le porte-outil pour les angles, donc pour le conique. Donc celui-là il s'engage, il a... Donc j'ai refait, je t'avais montré qu'il y avait un problème, donc j'ai tout refait propre. C'est pour ça qu'il y a des petites rayures, mais t'inquiète pas, ça ne change rien. Voilà, donc ce petit-là rentre dans le logement qui est ici. On le met bien dedans. Il y a une vis normalement là, mais qui n'est pas dedans. Ça doit être la vis de l'autre porte-outil en fait. Parce que c'est vrai que j'ai jamais utilisé ce truc-là, je crois. Et donc ici tu as les angles, le 0 degré avec le marquage donc, qui est là, et le 30 qui est normalement... qui est le deuxième trait qu'il y a là. Donc forcément, par rapport au mandrin, tu vois bien l'alignement, tu peux orienter
et tu sais à peu près quel angle tu veux donner à ton cône. Voilà, donc ton outil en fait, au lieu d'attaquer perpendiculaire comme ça au mandrin, tu vas pouvoir attaquer avec cette petite manivelle qui est là, qui est en plus, tu vas pouvoir attaquer de façon conique, donc plonger dans la pièce, comme il faut faire normalement. Voilà, donc c'est un outil qui est vachement bien, c'est vrai que j'ai jamais utilisé, j'ai toujours tout fait un peu moi à l'arrache, au feeling. Voilà, allez je... Bon, il y a plusieurs choses à savoir aussi, donc le porte-outil, tu vois, donc le carré rentre bien dans le logement là, et donc tu as les positions, tu peux le mettre un peu où tu veux en fait, mais moi ce que j'aime bien c'est le mettre ici au ras, pardon, quiche, ici au ras j'aime bien le mettre, pourquoi? Parce que je peux approcher l'outil au plus près du mandrin. Voilà, parce que si tu le mets au milieu, forcément le porte-outil dépassera trop et viendra toucher le mandrin si tu t'approches trop. Je vais te montrer ça en image. Tu vois, l'avance automatique était engagée, il faut l'enlever. Je tourne, je mouline. Voilà, attends, on y arrive. Alors sur tout ça, il faut y faire hyper gaffe. Tu vois, là, je peux m'approcher avec l'outil très près du mandrin, tu vois, ça touche pas. Par contre, le problème, c'est si tu mets ça, si tu le déplaces ici, et que tu le mets au milieu, si tu veux approcher avec ton outil du mandrin, et ben le problème c'est que avant d'être arrivé au mandrin ici, donc avec le porte-outil là, et ben tu touches le mandrin en dessous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je privilégie donc toujours la position de l'outil au ras du chariot. Moi à ta place je ferai pareil parce que je vois aucun intérêt de le mettre au milieu de toute façon. Voilà. Ne le déplace pas aussi pour éviter de coulisser le chariot parce que tu oublieras de le remettre et c'est la connerie assurée. Sans vouloir mettre en cause ta mémoire. Hein. Et quand on travaille après sur ce truc là, il y a vite fait de faire une connerie. Voilà, donc la vis de celui-là, il faut que je la retrouve, parce qu'en fait, non, c'est une vis courte, donc il faut que je la retrouve, elle ne doit pas être loin, vu que... Voilà, ici, tu as le faux plateau. Alors ce faux plateau, à ce que j'ai compris, ce faux plateau là, il vient se mettre à la place du mandrin, mais j'ai jamais fait, donc j'ai jamais enlevé le mandrin. D'ailleurs, je sais même pas comment vraiment il s'enlève de là. Et tu as ce petit outil qui se met pour centrer en fait le serrage. Tu vois, tu le mets dedans et il vient s'appuyer après contre l'arbre en fait d'entraînement. Donc ça ne m'en demande pas trop, il faudra regarder sur le net parce que je connais pas. Voilà. Ici aussi il y a un truc qui est hyper important. Un outil en fait, comme il y a plusieurs diamètres, hein, enfin plusieurs sections d'outils, en fait tu as du 10 mm, du 12, du 16, du 8. Et nous ce qui nous intéresse pour ce tour là c'est du 8. Et 8 c'est conditionné par quoi? C'est pour pouvoir passer dans le porte-outil. Si tu vois là, tu peux pas mettre n'importe quoi. 10 c'est hyper juste et ça rentre, vraiment en sortant les vis de réglage à fond. Mais quand tu le rentres dedans, il y a un autre problème, c'est que ton outil par rapport à la pointe qui est ici, voilà, je vais sortir, je vais avancer l'outil, et le truc, c'est que la pointe de l'outil, donc le tranchant de l'outil, doit être juste à la pointe de la pointe mobile en fait, juste pile poil au niveau du cône, tu vois, ils sont alignés. Donc si tu mets un outil de 10, le tranchant de l'outil de 10 sera en haut, donc tu seras quasiment 2 mm au-dessus de cette pointe mobile. Donc c'est pas le tranchant de l'outil qui va attaquer la matière, c'est en fait en gros ça tourne mal. Donc il faut que tu prennes du 8 mm si jamais tu veux acheter d'autres outils. Ici, donc c'est le coffret, donc j'ai expliqué, je me suis viandé en l'achetant. Merde, je vais tout faire tomber moi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui coûtait, ce que je te disais. Moi je l'ai payé 59 €, après il a été à 49 €. Et maintenant j'ai vu, il y a moins d'outils et c'est à 72 € je crois. Donc les trucs que tu me demandais en fait pour faire comment on appelle ça, pour faire les emplacements pour les roulements sur les tubes de pont, parce que je suppose que c'est de ça que tu parlais, et ben c'est ces deux là. C'est les deux comme ça. Mais tu vois, j'ai essayé de les mettre dans le tour, tu vois, on voit les marques. Mais le problème, ça marche pas, puisque le tranchant, tu vois, il est tout en haut de l'outil. Et le tranchant, en fait, attaque 2 mm au-dessus de la pointe mobile et c'est pas bon. Donc il faut du 8 mm.
Voilà. Mais c'est ces outils-là qu'il faut pour faire les gorges. Pour faire du travail à l'intérieur. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça, c'est ce que tu me demandais la dernière fois. C'est le... Merde, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là. En fait, pour tronçonner. L'outil à tronçonner. Bah, tu vois, pareil, idem, j'ai essayé, mais ça attaque trop haut. Donc forcément, tu peux pas couper la matière avec. Ça marchera que sur le tour que je suis censé recevoir. Et après, tu as tous les autres outils qui servent à faire différentes choses. Ça, par contre, tu trouveras sur le net. Tu mets utilité de chaque outil pour le tournage, par exemple sur Google. Enfin, ça, je pense que tu connais mieux que moi. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, sur un outil comme celui-là, quand tu attaques, donc là, admettons, attends, je vais essayer de régler un peu ma main. Tu attaques tes perpendiculaires, donc là, autour. Donc tu vois que ça fait une pointe, quoi, ça dépasse. Et en fait, quand tu tournes, il faut toujours... Non, je vais pas prendre cet exemple-là. Je recommence. Je vais prendre celui qui est dessus. Voilà, celui qui est dessus, il est très bien. Tu vois là, c'est que tu as un angle presque droit par rapport au tour, là, ici, là. Et de l'autre côté, tu as un bon angle vraiment incliné sur le reste de la plaquette de l'outil. Donc les deux côtés coupent, hein, plus la pointe. Ce qu'il faut, cet outil-là, il marche super bien quand tu attaques, toujours de cette pointe-là vers l'autre côté, vers ici. En fait, il faut que ce soit le biais qui attaque. Forcément, tu as moins de surface en contact de coupe en fait avec la matière, donc ça coupe beaucoup mieux, la surface elle est nickel. Tu peux attaquer aussi avec le plat là, mais ça grignote la matière, le rendu n'est pas aussi propre. Ça, on vient l'utiliser vraiment quand on veut araser ou remettre droite une face, quoi. Ce que je vais te montrer tout à l'heure pour faire un semblant de spesseur. Donc voilà, ça c'est les fameuses plaquettes dont je te parlais. Celles-là sont droites, il n'y a aucun relief dessus. Putain, on voit que dalle. Il n'y a aucun relief dessus. Voilà, elles sont toutes plates, même si la qualité n'est pas super. Si je peux zoomer peut-être. Voilà. Si j'arrête de bouger, c'est un bordel toi. Bon, pas que dalle. Voilà. Enfin bref, je reviendrai sur ces plaquettes parce que là on voit que dalle. Voilà. Donc tu vois le ventilo tourne toujours et il faut qu'il tourne toujours. Donc le tour aussi dans son berceau, là, enfin dans le truc en bois que j'ai fait, il faut bien que le moteur soit, tu vois, bien devant. Là il souffle au droit sur le moteur, donc sur le milieu ici du moteur. Donc c'est pas parce qu'il y a ce ventilo que le moteur ne chauffe pas. Par contre tu peux facilement travailler 1 heure suivant comment tu attaques dans la matière. Tout va dépendre après de ta façon de vouloir tourner. En fait, si tu es trop gourmand, comme je t'expliquais dans le MP, hein, c'est que le tour il va se fatiguer lui, puisque c'est comme un petit moteur qui marche très bien. Hein. Donc les charbons doivent être là-dedans, je pense, parce que j'ai jamais eu à toucher. Donc là on va allumer un petit peu la loupiote. Là, est-ce qu'on verra pas mieux la plaquette? Non, on voit encore moins. On voit moins la plaquette. Bon, on voit que là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. La plaquette, de toute façon, je pense que tu verras ça de toi-même. Ici, tu as un petit que je viens de rajouter. Je l'avais enlevé parce qu'il m'énerve un peu. Des fois, il tombait. C'est un petit cache qu'on met comme ça. On emboîte seulement. Et dedans, il y a du feutre. Là, tu le verras pas. Tu le verras quand tu l'auras devant toi. Il y a du feutre. Et en fait, ce feutre, là, est là pour caresser, en fait. Tu vois, ça caresse. Il y a des marques dessus. Ça caresse la vis ici sans fin. Et donc, en gros, ça évite que les copeaux aillent jusqu'au chariot. Ça évite d'abîmer en fait le filetage qu'il y a dedans. Voilà. Donc c'est à mettre quand même, mais comme j'utilise quasiment le tour que pour du Delrin, il y a peu de chances que ça lui fasse du mal. Donc qu'est-ce qu'il me reste à dire avant de couper et de passer aux choses sérieuses? Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Voilà, donc en fait aussi, si je vais dire ça aussi, c'est que la dureté, je vais étendre ça faut plus de merde qu'autre chose. La dureté des chariots en fait dépend de ce que je t'expliquais, du réglage que tu fais ici. Avec l'écrou et la vis. Avec l'écrou et la vis ici pareil. Ça détermine la dureté en fait que tu veux donner à ton plateau et ça reprend les jeux si jamais tu attaquais trop fort. Eux ils peuvent un petit peu, ça va user la calquella et ils peuvent légèrement se dérégler. Donc c'est après toi tu règles. Mais si tu as à le refaire, c'est que tu as été un peu trop fort. Voilà. Et c'est pareil sur quasiment tous les chariots, même celui pour faire les trucs coniques là. On voit qu'il y a un lardon dedans aussi ici là. C'est pas évident de filmer en même temps. Il y a un lardon, bon, tu le verras, hein, parce que là on voit que dalle. Et tu as toujours les mêmes vis, pareil pour le même réglage, la dureté. En fait tu fais ton choix. Par contre ce porte-outil, je dirais avec angle, il a un truc encore en plus que le fait de faire des angles, c'est que tu as 3 positions pour l'outil. Voilà, tu peux mettre l'outil de ce côté et de ce côté. Donc tu as 3 positions. Voilà, après c'est de toute façon tu vas apprendre à Francis ça, vu la dextérité que tu as avec ton berg.
je pense qu'il n'y aura pas de problème pour pouvoir tourner, quoi. Ça, c'est la contrepointe sèche qui se met donc lorsque tu démontes, elle doit se mettre là-dedans, enfin, dans le fourreau là. Mais moi je ne l'ai jamais utilisé en fait. Parce que pour moi elle sert à rien, la contrepointe mobile est très bien. À la rigueur la sèche elle peut servir si tu mets un tube de pont où il y a déjà un roulement. En fait le roulement fera office de rotation, donc la pointe sèche viendra bien bloquer le roulement. Mais moi je ne l'ai jamais utilisé, jamais eu besoin. Voilà. Allez je coupe. Là tu as les principaux outils en fait, attends je vais allumer, que j'utilise avec. Ah, ça crache trop cette lumière. Voilà, que j'utilise avec le tour. Donc tu vois, tous les profils sont différents. Voilà. Celui-là, tu vois, c'est un outil de 10 à l'origine. Je te disais que ça passait pas, mais regarde, ils ont descendu le profil, merde, par rapport au haut de l'outil. Donc en fait, ils ont décompensé en fait les 2 mm qu'il y avait de trop haut en fait. Donc ça après, faut être quand même bon pour faire un outil comme ça. Ça va venir avec le temps. Moi je vais essayer de m'entraîner à faire ça. Voilà, ici donc tu as les différentes plaquettes. Tu vois celle-là elle est beaucoup plus petite, celle qui est au milieu de l'écran, par rapport à celle-là. Ça c'est des plaques dont je te parlais, où il n'y a pas de relief. Et celle-là, il y a un petit liseré qui fait le tour en fait de la plaquette. C'est ce que j'appelle le relief en fait. Pour démonter et changer les plaquettes, ou changer, parce que tu peux utiliser les 3 côtés en fait d'une plaquette. Les 3 côtés sont coupants, tu vois, celle-là les 3 ont servi quasiment, mais ils sont encore bons, hein, tu vois là pareil. Donc tu prends cet outil là, je te file avec une empreinte Torx, voilà, c'est pour démonter les plaquettes. Bon ça je t'avouerai que je l'ai rarement fait, puisqu'en fait ça coupe quand même super bien, et la durée de vie de la plaquette en fait dépend de comment tu vas attaquer. Voilà. Tu as aussi l'outil qui est dessus là actuellement, donc qui lui aussi a un autre profil. Moi j'utilise beaucoup celui-là et celui-là qui est au milieu de l'écran. Voilà. C'est à peu près la même chose mais inversé, quoi. Voilà. Si jamais tu dois faire du je te montrerai tout à l'heure comment moi je ferai les trucs coniques, enfin comment j'ai fait jusqu'à maintenant, et comment toi tu pourrais le faire avec le porte-outil d'angle. La pointe sèche, je te parlais tout à l'heure, tu vois, j'ai enlevé la contrepointe mobile, tu vois, il suffit juste de l'enquiller dedans la pointe sèche, hop, elle est dedans, et voilà, ça fait une belle pointe. Donc ça, pareil, à utiliser que quand il y a un roulement en face sur la pièce, putain par contre c'est la chiette après, que quand il y a un roulement sur la pièce en face, quoi, celle qui est dans le mandrin. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ici, tu as le mandrin donc pour les forêts, outils, n'importe quoi. Donc pareil, hein, idem, elle se visse dedans. Ici, tu as la clé à mandrin. Par contre, je te dis, celle-là, c'est vrai que bon, elle a un tout petit peu vécu. Mais elle est très bien, en fait, il faut bien tenir droit. En fait, c'est pas la clé à mandrin qui a vécu, c'est que le petit rond qui est au bout, là, ça, là, le diamètre est un peu plus petit que le trou qu'il y a dans le mandrin. Donc, ce qui fait que la clé peut se balader, donc il faut bien la plaquer contre. Voilà. Dedans, il y a un fourré de 2,5, c'est celui que j'utilise pour les filetages, pour l'épaisseur. Bah, je te le laisserai dans le mandrin. Ça te fera toujours ce fourré en moins de bombe. C'est un cobalt, donc c'est un super fourré. Qu'est-ce que j'ai à dire encore là Bon là je te quitte, je vais prendre une pièce d'alu que je vais te mettre en plus pour t'entraîner un peu. Et je vais même te les présenter. Là. Je vais poser le caméra. Voilà, on va parler de la matière que tu recevras avec pour que tu puisses t'entraîner. Donc ça c'est Delrin. C'est celui que j'utilise pour faire les tubes. Donc là normalement tu as de quoi faire 2 petits tubes au moins, mais tu me diras c'est juste pour t'entraîner. Je t'ai filé le nom du site là où je me fournis, il est pas cher, c'est rapide et c'est en France. Donc tu as ce morceau là de Delrin, je te conseille de commencer par ça juste pour voir un peu comment ça tranche, comment est l'état de surface, enfin tout ça, juste pour voir un peu quoi. Là je t'ai mis du titane de 6 mm de diamètre plein. Donc celui-là, une fois que tu te seras entraîné, que tu auras compris un peu comment tu fais, je pense qu'il peut te servir après à faire tes cônes pour tes liens. Là je t'ai mis du titane de 3, moi je l'utilise surtout pour faire tu sais, les petites pinouilles là qu'on met dans les axes pour tenir les hexas et tout ça là. Moi en général au fur et à mesure que je vire celle en inox ou acier là, j'en fais en titane. Donc c'est assez facile à faire autour et je te montrerai tout à l'heure comment attaquer dedans pour pas qu'il se déforme. Là je te mets du laiton, ça c'est la chute, enfin, le reste du morceau que j'ai utilisé pour faire tes pièces. Tu vois, donc à l'origine c'était ça.
et après c'est ce que tu as reçu. Voilà. Là c'est un ancien arbre alu que j'avais fait 6 mm pour le berg, j'avais pété le bout là. Donc ça c'est juste pour que tu tranches dedans, que tu puisses essayer de faire des petits motifs, en fait t'entraîner à tourner quoi. Et donc là pour finir c'est une barre d'Elrin de 10 mm de diamètre, elle fait 50 de long. Donc tu peux couper dedans, essayer de te faire des spacers, enfin essayer de te faire des trucs. Tu peux même essayer déjà le tournage conique là-dedans. Ça évitera si tu te loupes et que tu rentres trop fort dedans, que le Delrin c'est souple. Alors que le titane, ça va pas pardonner autour, ça va le freiner direct, voire bloquer le mandrin quoi. Si tu attaques trop fort. Voilà. Donc tu auras ça pour jouer. Et après il faudra que tu investisses. Ah non j'ai oublié ça. C'est les ronds alu que j'achète à Weldom. Là, j'en avais coupé. Au départ, je devais faire avec ça que je devais faire pour David. Mais en fait, j'ai retrouvé du 6 mm, ça allait plus vite. Donc ça, c'est du 7,5 celui-là. Donc c'est un peu plus long puisque tu as plus de matière à enlever. Donc moi, je vais te montrer comment dresser un peu sur celui-là. Et comment commencer à le mettre en forme, quoi. Percer, centrer, tout ça. En fait, j'ai pas besoin de te faire une pièce entière puisque faut juste que tu vois le principe de base, en fait. Après, à toi de découvrir un peu. C'est comme ça que tu apprendras le mieux, je pense. Et puis de toute façon, ma boîte MP est grande ouverte, comme je t'ai déjà dit. Donc là, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, me revoilà. Donc là, je vais prendre une barre d'alu que je t'ai dit que je te mette avec, du 7,5 mm de diamètre. Donc tu vois, ça passe bien à travers le mandrin. On peut mettre des trucs vachement longs. Mais justement, les trucs vachement longs, le problème, c'est que si par exemple tu prends une barre du 10-11 mm ne rentre pas. Mais si tu prends une barre longue comme ça, donc du 6 mm, ça c'est du titane, tu vois, elle dépasse de l'autre côté. Elle passe, attends, je vais l'enlever, hop, elle passe au travers de la poulie là, tu vois. Et le problème, c'est que si tu serres, je vais te montrer, hein. Ça, on remarque pas ça au début. Mais si par exemple tu tournes juste cette partie qui dépasse là, putain elle est trop forte cette lumière, cette partie qui dépasse, le problème c'est qu'avec l'inertie, et celle-là elle aura tendance à tourner un peu comme ça là. Et en tournant un peu comme ça, tu regardes ce que ça fait de l'autre côté, même si le mandrin est serré, ça fait légèrement bouger, ce qui fait que tu peux avoir des irrégularités d'usinage. Donc si tu fais des pièces précises comme celles qu'on a mis entre TC Hub et tout ça, c'est pas bon. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est de ne pas jamais mettre trop long. En fait, par exemple, si tu as besoin d'usiner cette matière-là, tu prends la moitié de ça. Voilà, elle doit faire 21 cm, tu prends une dizaine de centimètres, ça suffit. Donc là, je reprends donc les 10 cm en aluminium de 75. Le premier truc qu'on va faire, c'est dresser les faces. Tu vois, c'est tout pourri là. Voilà, et là pareil, c'est tout pourri. Donc forcément, si tu veux faire un spacer, par exemple, parce que ça c'est le mot à la mode, je le mets dedans. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je le mets au plus près du mandrin. Je serre déjà à la mine, à la main. Donc là, je vais essayer de filmer et de faire les manips en même temps. Alors ça va pas être simple. Donc je mets mes petits machins dedans. Et pour serrer, en fait, faut pousser l'autre vers là-bas. Donc là, il est serré. Il n'y a pas besoin de serrer comme un calu. Ça sert à rien, en fait. Donc là, je vais démarrer le tour. Donc la première vitesse, c'est ça. On a l'impression, enfin des fois c'est ce que j'ai l'impression, c'est que le mandrin tourne pas rond, mais en fait il tourne hyper rond. J'ai pas de comparateur, donc sinon je te redonnais un peu les jeux, mais à mon avis il ne doit pas y avoir grand chose. Donc tu vois la poulie, ça c'est la première vitesse, le point 0 donc pour éteindre c'est au milieu, et là tu passes en deuxième. Donc c'est plus du tout la même sauce là. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la bombe de lubrifiant. Je vais mettre un petit coup sur la sortie moteur, on va voir si on entend une différence. Tu as dû entendre la différence. Voilà. C'est de temps en temps faut faire ça, tu entends vraiment que le moteur en fait il tourne beaucoup mieux quoi. Donc là j'approche mon porte-outil. Donc j'ai mis celui-là avec le tranchant droit là, moi j'aime bien celui-là. Donc je fais ça, je m'approche. Donc toujours l'obligation, comme je te dis, mets le porte-outil au plus près du bord là. Par contre, viens jamais approcher tes mains du mandrin, ça te touche le doigt. Ça paraît logique, mais des fois on a la connerie en fait d'approcher les mains. Tu vois, je prends un tout petit peu, et je viens avancer. Donc tu vois, je viens avancer tout doucement, ça rentre dedans. Hop, la face commence à être bien usinée.
Hop, mais je pense que sur le film tu verras pas grand chose. Hop, donc là je suis arrivé à la moitié donc, du rond. Je reviens tout doucement. Voilà. Mais là à mon avis c'est pas encore bon parce que j'ai pas pris beaucoup de matière. Là. Voilà, tu vois il y a une partie qui est propre. Putain, elle est chiante la lumière, je crois que c'est à cause d'elle que je ne vois rien en fait. Il y a une partie qui est à moitié propre. Et il reste encore une surface pas très propre. Donc on va attaquer un peu plus loin. Donc là je rallume. Deuxième vitesse. Je suis resté à la même passe de profondeur parce que j'ai pas touché le côté transversal. Donc comme ça, j'ai pas touché. Donc là je viens et je tourne légèrement, regarde. Hop, un tout petit peu. Et je reviens faire la même manip. Je vais enlever juste la croûte en fait du bout. J'ai des sacrés termes, je sais, pour le tournage, mais on fait comme on peut. Hein. Et je reviens une fois que je suis arrivé à la moitié, puisque forcément, comme ça tourne, il y a besoin que d'usiner sur la moitié. Voilà. Hop, là je rééteins. Et là on regarde, toujours pas bon. Bon là je vois que là je vais attaquer plus fort, puisque je vais pas passer 2 jours. Quoi. Allez, on remet deuxième vitesse. Cette fois-ci, normalement, chaque petite inscription, si je me rappelle bien ce qu'on m'avait dit, correspond à 1/10 de millimètre. Mais moi j'avoue que je reste pas trop, j'utilise pas trop ça. Donc là je tourne un peu encore, je suis loin encore du mandrin, tu peux le voir. Et donc là je rattaque, tu entends le bruit. Quand je te disais il faut écouter le tour, tu vois, tu vois, j'arrête, il reprend ses tours. Voilà, faut aller mollo. Dis-toi bien que c'est une petite bestiole, fidèle, mais si tu la respectes pas, elle te lâchera. Oh c'est beau ce que je viens de dire. Et hop, je continue, toujours pareil, hein, comme tout à l'heure. Je garde à peu près la même vitesse d'avance et je reviens. Donc tes lardons en fait de ton chariot, faut bien les régler puisque sinon tu viens par à coup et c'est un peu chiant. Quoi. Et là maintenant on peut regarder, la surface elle est pas mal. Elle est pas mal, donc ça veut dire qu'elle est bien droite. Donc là j'ai mis en place dessus ce qu'il va falloir que tu te prennes. Un forêt centreur, tu vois, il y a juste une pointe et il est tellement gros après derrière qu'il ne peut pas se déformer en fait lorsque tu vas attaquer le centre. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je range le merdier au maximum, là, le coulisseau là. Je pousse le chariot, je l'amène dessus, tu vois, au contact, et je viens serrer là, avec la clé Allen. Je rappuie, donc toujours sur 2. Là, donc, le forêt centreur est au milieu. Je vais enlever un peu la boufiote, qu'on voit mieux, là c'est mieux. Et là, tu vois, je rentre tranquillement, tout doucement. Tu vois, je vais tout doucement. Hop. Suivant au diamètre que tu veux percer au milieu, et tu rentres plus ou moins le forêt centreur. Pour que tout ton forêt rentre en fait dans le pré-trou que tu auras fait. Donc nous on va percer à 2,5 puisque c'est censé être pour un spesseur. Donc là, je suis revenu en arrière. J'ai ramené le coulisseau au ras ici. Je dégage celui-là, j'éteins, je regarde et magnifique, un beau trou bien préparé en plein milieu. Donc là il est vraiment centré. Donc ce que je fais lorsque je dois faire un spesseur, tant que j'ai mis le bout d'alu comme ça dedans, je viens percer directement à 2,5 avec un forêt de 2,5. Donc on va virer celui-là. J'espère que j'aurai assez d'accu sur l'appareil pour pas faire ça à 15 fois. Hop. Donc je rentre, je ressors le mandrin. Je mets le forêt de 2,5 que je t'ai dit je te mettrai avec. Là. Hop, je le rentre sur toute sa partie lisse. Hop, toute sa partie lisse, je rentre dans le mandrin, je serre le plus fort à la main. Je reprends la petite clé à mandrin, je plaque bien dessus, je tourne, c'est serré. Là, ce que je fais, je reviens mettre au contact dans le trou préfait avec le forêt centreur là. Je remets sur 2. Et là, il faut aller tout doucement. Si tu vas trop vite, en fait, le problème qui se passe, c'est que ton forêt, même si c'est de l'alu, il aura tendance à dévier. Parce que ton forêt, il est très souple, il aura tendance à dévier. Donc sur les 5 premiers millimètres, c'est relativement facile. Et après, ça se durcit très légèrement. Donc il faut aller tout doucement. Dès que tu sens que ça bourre un peu, que ça force un peu, tu t'arrêtes. Et on va le faire de toute façon. Ce sera plus simple. Moi je continue à percer. Pour l'instant ça va tout doucement, tu vois. Tu vois, je vais tout doucement. Tout doucement. Voilà. La profondeur du trou que je fais en général, c'est que j'amène à sortir toute la partie lisse là, du coulisseau. Je la sors complètement, ça fait 2 cm 2 je crois, ou 2 cm 3.
Quand on est là, tu sens que ça bourre un peu, parce que le forêt finit par se bourrer un peu d'aluminium. Tu viens, sans approcher trop tes mains du mandrin, et tu le frottes pour enlever les copeaux. Ce que moi je fais quand j'arrive là, ce qui marche bien, c'est un peu d'huile de coupe sur le forêt. Je le re-rentre dedans, je resserre, et c'est reparti. Et là, en fait, l'huile de coupe favorise l'éjection des copeaux. Ce qui fait que quand tu es plus profond, quand même, il y a plus de surface de frottement, le forêt dans l'aluminium. L'aluminium chauffant beaucoup. Si tu fais pas ça régulièrement pour débourrer, le problème, ton trou finira par dévier. Donc si tu dois percer sur plus de 2 cm de profondeur, et ben de l'autre côté de ta pièce, le trou ne sera pas forcément au milieu. Je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas compris dans ce que je dis là, parce que je suis peut-être pas très clair. Tu me poses la question, il n'y a aucun problème. Tu vois, j'arrive à une bonne partie du coulisseau qui est sorti, je continue, toujours pareil, hein, pas trop vite, pour pas que ça bourre. Dès que je sens que c'est un peu résistant, tout petit peu, je renlève tout. Alors n'éteins pas le tour avant d'enlever le forêt, sinon il risque de rester bloqué dedans, et tu n'arriveras pas à l'enlever à la main. Je reviens dedans, je referme, et je continue jusqu'à ce que tout le coulisseau soit embuté. Voilà, toujours doucement. Hein. J'utilise jamais les petites barres de la manivelle, je suis pas assez précis avec en fait. Voilà, ça bourre. Voilà, dès que je l'enlève, comment ça réaccélère. Donc faut pas hésiter à le faire plein de fois, hein. C'est pas pour le temps que ça prend. Et ça évitera que le tour chauffe pour rien. Surtout si tu veux tourner suffisamment longtemps pour finir ta pièce. Voilà, je vais pas tarder à arriver au bout. Voilà, je suis au bloc du coulisseau là. Voilà. Donc ça fait 2 cm 3 à peu près de rentrer dedans. Donc là pareil, je desserre, je ramène celui-là. Et là je le ramène. Donc là tu peux éteindre le tour, ça sert à rien de laisser tourner pour rien. Pour le moteur et puis pour l'électricité, hein, l'énergie. Économie d'énergie comme on dit. Hop. Je nettoie le forêt. Maintenant je vais virer ça. Je vais virer le mandrin. J'ai tendance à serrer, hein, enfin, à serrer comme un peu comme un bourrin quand même. Je cherche la contrepointe mobile qui est là. D'ailleurs, en parlant de contrepointe, il y a 2 contrepointes sèches, en fait, il n'y en a pas qu'une. Donc c'est exactement les mêmes, enfin bon. Je savais même pas, tu vois, j'ai jamais fait gaffe. J'ai retrouvé la vis aussi du bazar qui est là, ici. Donc je l'ai re-réglé avec les lardons, hein, parce que j'ai été obligé de tout démonter. Donc c'est pareil pour démonter ces trucs là avec les lardons. Si t'es pas obligé de le faire, le fais pas tout le temps parce que c'est hyper chiant à remettre et régler. Je te le dis, hein, ça t'évitera. Donc ici, je ressors la contrepointe mobile. Ma politique, c'est d'aller jusqu'à bloc. Donc je suis sorti au max. Je rentre à peu près d'1 centimètre. Alors pourquoi je fais ça? Puisque je vais te montrer. Je vais te montrer que lorsque tu sors la pièce, hop, lorsque tu sors la pièce, hop, elle est là. Là, je la sors juste pour l'amener au cône ici, et je laisse à peu près d'engager dedans. Donc là, je vais resserrer un peu le mandrin à la main pour que la pièce tienne droite quand même. Hop, j'ai tendance à décadrer le truc moi. Voilà, donc tu vois, je l'ai mis juste en prise comme ça pour que la pièce soit prise dedans. Je prends le mandrin, je le pose dessus. La contrepointe mobile, je la mets dans le trou qu'on a pré-percé là, ici. Oh, putain, c'est galère, quand on est avec une main, c'est un peu galère. Hein. Voilà, donc je le rentre comme ça. Ici, je serre la contrepointe mobile. Je prends. Par contre, faut pas oublier d'étape, hein, parce que tu vas vite te rendre compte quand tu as oublié quelque chose. Je mets ça dedans, je serre, hop, c'est serré. Là maintenant, je reviens sortir la contrepointe mobile pour l'amener bien en contact contre la pièce en alu. Ce qui fait que normalement maintenant quand tu allumes, ça tourne bien droit. Ok ? Il se peut que ta pièce ne tourne pas bien droit quand tu fais toutes ces manips, même si tu as bien fait. Et ça vient de quoi? Ça vient en fait de la matière en elle-même, puisque les barres en général que tu achètes en grande surface ou même ailleurs, hein, sont rarement droites. Tu les poses sur un marbre, hein. En fait elles sont légèrement et sur un tour tu le vois de suite quoi. Donc là tu vois que l'outil il est assez loin, il est assez loin quand même de la barre. Voilà, ici on a dressé une surface
bien plate. Voilà. Et de l'autre côté, on sait que c'est encore bourrin puisque ça a été coupé à la scie. Donc tu regardes ce que j'ai engagé dans le mandrin, j'ai engagé à peu près la longueur des morts seulement. Donc comme je t'ai dit, là ça c'était coupé pour David 05, c'était prévu, là j'ai coupé 100 mm pour un spesseur final de 78 mm. Donc tu vois, ça fait 22 mm de plus. Et les 22 mm en fait c'est ceux qui seront engagés là-dedans pour que je sois pas obligé toujours de rapprocher bien l'outil et que je puisse finir le spesseur d'un bloc sans l'enlever. Parce que si tu l'enlèves et que tu tournes, tu inverses après, le problème c'est que ça t'arriveras jamais à rattaquer la surface exactement à la même profondeur et aussi rond que tu l'avais fait au début. Cherche pas, ça c'est sûr, j'ai pu le vérifier plusieurs fois, les détourneurs m'ont dit que c'était normal, hein, qu'une pièce enlevée c'est une pièce finie. Voilà, je répète ce proverbe, cette expression à la con. Donc là je vais prendre le réglé, Bon, je vais chercher le crayon. Donc voilà, la barre en alu, on y est. J'ai tracé dessus des traits. On va faire comme si c'était l'épaisseur qu'on faisait pour David 05, puisque au départ j'avais coupé pour ça. Donc là, je prends ce bord de référence, celui qu'on a dressé tout plat, là, celui-là. Là. De là, j'ai pris un réglé, j'ai mesuré 78 mm, donc la longueur du spesseur au final. Ça me fait chier cette poupiote là. Donc là, on voit bien le trait, voilà, ici, là. 78 mm, donc je fais le trait de crayon juste après le réglé. Donc on va dire il y a un demi millimètre en fait de cote en plus. De cette cote là, donc ce 1 cm, je fais un autre trait à 1 cm ici, enfin 78 mm pardon, je fais un trait à 1 cm de là. Et de l'autre côté du bord, j'ai fait un trait aussi à 1 cm. Ça va déterminer en fait la surface qui sera un peu plus grosse, celle où viendra s'attacher les colliers d'épaisseur. C'est lorsqu'on met entre des flancs de châssis, trucs comme ça. Donc c'est tous ces traits là qui vont me servir de référence pour tourner. Maintenant on va attaquer. Je mets bien la loupiote parce que la loupiote elle crache, hein. Par contre je te le dis de suite, elle crache à mort. C'est un peu son rôle aussi. Donc là je démarre, toujours vitesse 2, je m'approche. Là en venant en fait, comme je t'ai dit qu'on coupait avec le biais, je vais commencer à engager l'outil dans l'alu. On va l'entendre de suite, hein, dès qu'il touchera. Voilà, on entend. C'est normal que ça fasse ce bruit là, puisque ces barres là, elles ont une gorge en fait toute la longueur. Donc c'est l'outil qui passe dans la gorge. Et là je reviens vers l'arrière pour le ramener. Donc là je suis en manuel. Hein, pour le ramener vers le trait de référence à 1 cm. Voilà. Ce bruit là va disparaître dès qu'on aura effacé les gorges en fait qu'il y a dans le truc. Donc j'arrive quasiment au trait, je ralentis, je me pose sur le trait, là je reviens 1 mm vers le côté, là, vers l'inverse là, je rentre, je plante, donc j'avance l'outil dans la matière, donc pour que le tranchant se retrouve maintenant encore au niveau du trait, je suis rentré en profondeur. Là tu as deux choix, soit tu pars en manuel, comme ça, donc en manuel tout doucement, hein, ça sert à rien de rentrer comme un bourrin comme je t'ai dit, donc c'est des petites passes, hein, tu vois, donc ça fait déjà tout propre. Ou soit tu viens enclencher l'avance automatique et c'est parti. Et là il fait tout seul. Par contre là jamais partir, hein, comme je t'ai dit. Hein. Et forcément avec l'avance automatique la surface est bien plus propre qu'en manuel puisque c'est une vitesse hyper régulière. Voilà. Donc tu vois ça enlève, hein, regarde ça enlève assez vite, hein, pourtant je rentre pas dedans comme un malade. Dans l'alu on peut enlever jusqu'à, je dirais, il faut faire des passes d'un demi millimètre quoi. Si tu ne tournes pas pendant 4 heures quoi. Donc régulièrement moi je viens mettre ma main sur le moteur au niveau du ventilo, pas près du mandrin, hein, et je touche, voilà, je touche le moteur et là il est encore très froid. En même temps on n'a pas fait grand chose pour l'instant. Voilà. Donc là normalement je vais l'aider un peu, je vais enlever l'avance automatique, hein, parce que je vais aller un peu plus vite. Les premières passes je les fais souvent en manuel. Donc, et là j'avance à ma vitesse, donc je vais un peu plus vite, la surface sera pas nickel comme elle l'est avec l'avance, mais on s'en fiche puisque c'est les premières passes. On va pas faire tout le spesseur, hein. Je vais juste faire le début juste pour te montrer quoi. Parce qu'un spesseur complet, il y en a pour un petit moment. Hein. Donc là je reviens en arrière, ce que j'aurais même pu faire, et ce que je fais en général, dans le filmant, je vais faire un peu mon truc, je renfonce pareil, je renfonce le porte-outil, donc avec cette manivelle là, je le rentre,
dans la matière, t'entends, hein. Et là je reviens en arrière. Donc quand tu prends bien avec le tranchant l'angle en fait, tu peux prendre des passes un peu plus importantes sans que le moteur force. Et je le fais au bruit du moteur en fait. Je reviens en écoutant bien le moteur. J'essaye de lui donner de lui garder une vitesse, je dirais, constante. Et plus forcément, plus tu rentres vite dedans, plus le moteur ralentit. C'est normal, il force. Voilà, donc je reviens vers le départ. Hop, et là, je reviens tout doucement. Je reviens tout doucement jusqu'à ce que la matière, paf, j'arrive au niveau du trait comme tout à l'heure. Là, je reviens d'un millimètre, comme je disais, je renfonce, hop, je reviens en arrière avec la manivelle pour refaire le cône tout propre du spaceur. Une fois que j'y suis arrivé, tu peux renclencher l'avance auto. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense pas que ce soit vraiment la peine que je continue, puisque je pense que tu as compris l'essentiel. Là, je t'ai montré vraiment le... Et c'est tout le temps à peu près pareil, hein. Après pour sur un spaceur c'est pareil. Je te sers des traits de référence que j'ai fait. Et une fois que tu as fini cette phase, où tu as fait le cône de ce côté-là, là, ici, là, tu viens, tu changes d'outil, tu prends le même, mais à l'inverse. Comme je t'ai dit, il y en avait deux pareils, mais inversés. Et tu pars dans l'autre sens en fait pour venir faire le cône au niveau du premier trait qui est 1 cm. Donc celui qui est le plus proche de là où je coupe là. Voilà. De toute façon tu verras, ça te paraîtra logique. Donc là je peux arrêter. J'enlève l'avance auto, toujours, avant d'arrêter. J'éteins le tour. Et on va regarder la surface. Et là, merde. Putain de cut, hein. Pas facile de faire avec ça. Et la surface, elle est nickel. Ici là c'est nickel. Donc plus tu feras des toutes petites passes en avance automatique, plus ta surface sera nickel. Donc ce que je fais par exemple pour un spaceur, le résultat final ici sur la grosse partie que je fais en général, là où vient le collier, je laisse 5,5 mm de diamètre. De l'autre côté pareil, hein, là où le collier viendra aussi. Et la partie la plus fine, la centrale, là, je la mets à 4,5 mm. Donc tu vois, d'où l'intérêt de commencer avec une barre de 6 mm au départ. Voilà, beaucoup moins de temps à passer dessus. Et donc je fais d'abord toute la surface intérieure que j'amène à 4,5 et après je finis par les surfaces à 5,5 mm ici. Donc sur ce genre de manip, le pied à coulisses c'est ton ami, je l'ai tout le temps avec moi. Pour l'instant je suis un peu inexpérimenté, comme je t'ai dit, je débute et je me sers pas encore de trop de ces... Ça me donne une indication mais je m'y réfère pas totalement. Voilà. Donc là la loupiote, je vais l'éteindre parce qu'elle me saoule là. Voilà, donc tu peux voir, je ne sais pas si on verra mieux, on voit peut-être mieux, mais la surface, elle est tropique. Et encore, c'est parce que j'ai fait une grosse passe en avance auto, et l'alu, celui-là, il est gras. Il est un peu plus gras que de l'alu qu'on utiliserait, le 70-75, comme il dit, c'est l'alu aéronautique. Donc voilà mon bon Francis, on va changer de manip. Alors tu me demandais aussi comment j'avais fait les parties coniques que j'ai fait pour les amortisseurs. Je vais te montrer ça de suite sur ce morceau-là. Mais je te le dis de suite, c'est pas la bonne manière. Hein. Je vais essayer de trouver la bonne manière en même temps que toi, puisque j'ai jamais utilisé l'autre manière. Donc là, tu vois l'angle que fait l'outil là, et ben j'utilise celui-là. Tu peux aussi, je dirais, diminuer l'angle en desserrant donc la tourelle et en inclinant l'outil. Tu vois, comme ça. Hop, par exemple là, tu vois, j'ai augmenté l'angle. Si je viens face à la pièce, je suis pratiquement pas parallèle, mais je dirais j'ai vachement rapproché, quoi. Tu vois, donc ce qui fait que lorsque tu prends, et si j'attaque comme ça, alors je vais allumer tout ça, si j'attaque comme ça, en fait ce que ça va faire, c'est que tu vas réussir à attaquer un peu, mais tu vas voir que le moteur va forcer de suite. Tu dois entendre déjà. Donc là, j'attaque pour faire un grand biais, qu'on voit pas beaucoup à cause de cette pilote. Si l'on voit mieux là. Et après, je recule. Je recule. Je reviens en avant. Je
rattaque dedans, je reviens 1 mm en avant comme je faisais tout à l'heure pour le spaceur. Je rattaque dedans en fait, c'est pour agrandir la partie conique, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc ça c'est la première manière que moi j'ai utilisée, donc après c'est ainsi de suite, hein. Tu vois bien que c'est conique maintenant. Hein. Bon, après tu peux attaquer jusqu'à ce que toi tu sois arrivé à ce que tu voulais. Donc là j'arrête. Voilà, donc tu vois bien, ça fait bien ça fait bien conique. On voit pas bien parce que bon, c'est un appareil photo, hein, c'est pas top. Bon là tu vois, hein, si je continuais c'est vraiment conique quoi. Voilà. Après c'est l'angle qui le détermine comme je t'ai dit avec le porte-outil qui est ici. Donc là, lui il nous intéresse pas ce porte-outil là, puisque c'est pas lui qu'il faut. On vire celui-là, on prend celui-là. Mais pour ça, je vais raccrocher parce qu'il faut que je mette le petit carré écrou que je te disais qu'il faudrait que tu commandes parce que j'ai jamais fait, j'ai toujours oublié moi. Voilà, j'ai toujours remis ça plus tard, il faut pas que tu fasses ça.